quel sens donner à cette bataille judiciaire qu'il veut engager? Nous recevons pour en parler son conseiller spécial, Bernard Oudin. Il a écrit plusieurs livres et il est co-auteur de celui-ci, L'acquittement de Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Les juges de la CPI restituent la vérité historique. Il est notre invité, Bernard Oudin. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Richard. Nous étions en juillet 2021. Le 28 juillet, si ma mémoire est bonne, le président de la République, Alassane Ouattara, reçoit son prédécesseur, Laurent Gbagbo, pour la toute première fois après son acquittement par la CPI. Les deux hommes échangent pendant une pâle réconciliation et demandent aux Ivoiriens de faire table rase du passé. Au sortir de cet entretien, ils posent la main dans la main devant les caméras et devant les Ivoiriens et disent être des frères. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et qui a entraîné la rupture de cette fraternité alors retrouvée? Pourquoi le président Laurent Gbagbo décide-t-il maintenant de ne plus faire table rase du passé? Je vous remercie pour la question parce que ça permet de remettre sur la table les 20 dernières années de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne s'agit pas de faire table rase du passé, il s'agit du continuum de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo, depuis l'origine, c'est-à-dire depuis qu'il a été jeune, qu'il est rentré en politique à tous les niveaux, a toujours eu une conscience de l'enjeu politique pour son pays, et de l'intérêt général. Il s'est retrouvé, après la chute, enfin le décès malheureusement du président Houphouët-Boigny, avec un personnage que j'avais défini dans un de mes premiers livres en disant que c'était un imposteur, et qui s'est révélé être un imposteur pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ce qu'a fait le président Gbagbo dans toute cette période... On va rester courtois dans cette émission. Oui, mais... et faire attention aux mots qu'on utilise, surtout en ce qui concerne l'actuel président de la République. Mais l'actuel président de la République, j'ai défini dans un livre qui est public, qui n'a jamais été attaqué par quiconque, à commencer par le monsieur Ouattara lui-même, où j'ai dit qu'il était un imposteur. Un imposteur, ce n'est pas une insulte. Non, un imposteur... C'est un compliment. C'est pas un compliment, mais c'est l'analyse qu'on peut faire d'une personne en fonction de ses positionnements. L'imposteur, c'est celui qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Bon, je vous laisse la responsabilité. C'est pas ma responsabilité. Celui qui a toujours défini Ouattara comme un Burkinabé ou un Voltaïque avant le changement de nom du pays, c'est Alassane Ouattara lui-même, et je l'ai défini dans mon livre à l'époque. De sa jeunesse en Haute-Volta, de ses études aux États-Unis en tant qu'étudiant voltaïque, de ses achats d'immeubles à Abidjan avec un passeport voltaïque. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Ouattara lui-même. Donc, clôturons ce dossier, ce sujet-là. Oui, pour revenir à la suite, c'est qu'en juillet 2021, le président Gbagbo, qui, par la volonté de M. Ouattara, en novembre, ils avaient commencé dès novembre-décembre 2011, à vouloir envoyer Laurent Gbagbo à la CPI, et ça avait même commencé en 2003 à la suite du coup d'État, c'est que M. Compaoré, qui à l'époque était le président du Burkina, disait Laurent Gbagbo finira à la CPI. Donc c'est un long chemin qu'ils ont fait pour envoyer Gbagbo à la CPI, et le 11 avril, même quand Gbagbo est arrêté, avant même son arrestation, parce que j'ai écrit dans mes livres, et la concordance des horaires fait foi, c'est que M. Gbagbo, le procureur de la Cour pénale, envoyait des emails à la France le même jour pour leur dire « bloquez Laurent Gbagbo, ne le relâchez pas ». D'accord. Parce que... Donc, et Gbagbo n'était pas encore arrêté. Donc il y a eu une volonté Absolument. manifeste. Mais après l'acquittement, deux hommes ont décidé mais attendez, je vais de faire table rase du passé. Non, mais c'est pas décider de faire table rase du passé. Non. C'est décider de vouloir remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Parce que Gbagbo disait, et je l'ai écrit en exergue de mon deuxième livre, une phrase de Mandela que je cite de mémoire, ceux qui ont été en prison, quand ils sortent de prison, c'est pas avec le désir de se venger, ils n'ont pas de temps à perdre pour ça. Ça, c'était Mandela qui le disait, et je l'avais repris pour Gbagbo. Et Gbagbo, aujourd'hui, est toujours dans le même état d'esprit. Par contre, les gens qui l'ont mis dans cette situation ont continué à violer la Côte d'Ivoire. Je dis violer la Côte d'Ivoire, et c'est le terme de base, parce que la Côte d'Ivoire existe à travers une constitution.
La Constitution, c'est le peuple qui l'a décidée, qui l'a votée, avec plusieurs amendements, dont les derniers ont été faits sous le régime de Ouattara, et dans laquelle il y a une règle précise, c'est qu'on n'a pas modifié le nombre de mandats potentiels. Et M. Ouattara lui-même, M. Cissé Bakongo, le ministre de la Justice de l'époque, Kamba Sambiré, ont tous dit on ne modifie pas. Mais en 2021, le président en était à son 3e mandat. Il a fait le 3e mandat qui est déjà le premier accroc grave sur lequel Gbagbo était à Bruxelles à l'époque, en attente de son acquittement définitif, donc il pouvait moins agir. Et au moment où il se disait frère, le président était à son 3e mandat. Non, Gbagbo, quand il est rentré à Abidjan, Ouattara finissait un mandat, il était en 2021. Il était en cours d'un mandat, le 3e mandat était illégitime. D'accord. Bon. Et pourtant, le président Laurent Gbagbo a décidé qu'il redevienne à nouveau frère et qu'il devait regarder en avant. Si vous regardez l'histoire de Laurent Gbagbo, que ce soit contre Houphouët-Boigny, il n'était pas contre Houphouët-Boigny. Il était pour sa politique à lui et il faisait face à Houphouët-Boigny. Il respectait Houphouët-Boigny, mais il voulait qu'on le respecte lui aussi. D'ailleurs, au décès d'Houphouët-Boigny, la seule personne qui a eu une attitude honnête, et c'était Gbagbo qui a dit dans Fraternité Matin, on n'est pas là pour se faire la guerre de succession, on est là d'abord pour pleurer notre président parti et après on refera de la politique. Le nouveau point de rupture, c'est lequel? Le point de rupture, c'est le quatrième mandat qui se terminera, je ne sais pas dans quelles conditions, mais à mon avis, de toute façon, qui n'ira pas à son terme, c'est la rupture définitive parce que c'est le dernier, c'est le choc le plus important que la Côte d'Ivoire subit de ces 20 dernières années. Et M. Ouattara, qui avait dit d'ailleurs à un journaliste français d'une grande chaîne française, vous voyez, la chaîne de radio qui se dit mondiale, disant mais vous ferez peut-être un 4e mandat, et Ouattara quasiment de lui rire au nez en disant mais il n'est pas question, vous ne vous rendez pas compte, j'en ai fait déjà 3, c'est énorme, il n'est même pas question que j'en fasse un 4e. Et là, il a expliqué que le 3e mandat, les contingences actuelles l'obligent à renoncer à sa part. Oui, mais à chaque fois il va renoncer à quelque chose. Ce pauvre Amadougon est décédé, donc on a trouvé le faire venir, ce qui n'a rien de contractuel ni de constitutionnel. Mais pour revenir vraiment à l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, Gbagbo, dans la lettre qu'il a publiée, et je ferai remarquer qu'il l'a publiée le jour de l'investiture entre griffes de M. Ouattara, une investiture qui a fait peu de bruit d'ailleurs. C'est une défiance politique. Non, mais Gbagbo, on revient à l'essentiel. Il s'adresse aux Ivoiriens en leur disant l'histoire de votre pays, elle ne peut pas aller dans une impasse. D'accord. La réalité, c'est que moi, on m'a inculpé, on m'a envoyé à la CPI dans des conditions illégales par rapport au droit du statut de Rome lui-même. On l'a gardé 7 ans à la prison, et j'en sais quelque chose. Oui. On a fini par l'acquitter en 2 fois à la chambre d'instance, ensuite à la chambre d'appel, qui a repris les termes de la chambre d'instance dans exactement les mêmes termes, comme a dit le président de cette chambre d'appel, qui était en même temps le président de la CPI. Le juge nigérian, M. Chile Ebo Osuji, était le président de la CPI à l'époque. Donc ça portait un poids complémentaire. Et ce que rappelle Gbagbo dans sa lettre, ça nous fait revenir à justement ce jugement d'acquittement définitif, c'est que un des membres du jury qui acquitte Gbagbo, c'est le juge polonais Hofmanski. Oui. Le lendemain de cet acquittement, le juge devient président de la CPI. C'est vrai. Et en tant que président, un de ses premiers actes, c'est de désigner une chambre préliminaire avec un dossier Côte d'Ivoire, en précisant ça ne peut plus concerner ni M. Gbagbo ni son ministre Blé Goudet, puisqu'ils viennent d'être acquittés définitivement. Donc ça veut dire, ce dossier Côte d'Ivoire, c'est pour aller rechercher qui a fait quoi et comment, puisque Gbagbo a été acquitté. Mais il y a quand même les morts, le désastre de 2010-2011. Il faut revenir à ça. Avançons dans cette émission. La CPI est compétente pour connaître de 4 types de crimes. Crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes d'agression. Vous pouvez avoir fait tout ce que vous voulez. Quand les éléments constitutifs de ces crimes ne sont pas présents,
on vous acquitte. Pensez-vous aujourd'hui, puisque vous êtes le conseiller spécial de Laurent Gbagbo, qu'il existe des éléments de preuve contre l'actuel président de la Côte d'Ivoire qui soient de nature à constituer l'un des 4 crimes pour lesquels la CPI est compétente? Je suis ni avocat ni juge, Oui. mais simplement une chose. Par rapport à la situation de la Côte d'Ivoire, puisqu'on a fait un procès à Laurent Gbagbo avec les termes que vous venez de prononcer, les faits ont existé. Ah, totalement. Les morts ont existé. Si Gbagbo a été acquitté, c'est pas lui qui les a faits. Je prendrai un seul exemple, et après ce sera aux avocats et aux juges de décider. Je prendrai l'exemple, et la commune de Douékoué qui a été très douloureusement frappée en mars 2011. J'ai appelé ça dans mon livre l'oradour sur glane ivoirien. Du 27 au 29 mars 2011. Il y a 1 millier de personnes qui ont été tuées ce jour-là. On dit entre 152 et 1000 morts. Mais admettons, même si c'est je vous dirais, à titre personnel, 2 mois avant cet événement de Douékoué, j'ai rencontré par hasard Madame Descassans, Thérèse Descassans, qui était l'épouse de l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre, le Comterre, comme on dit à Abidjan, au début des années 2000, sous la présidence de Gbagbo. Et elle me dit, Monsieur Oudin, vous êtes conseiller du président, moi je m'occupe avec une ONG de la situation dans l'Ouest, dites au président que s'il y a des événements à l'Ouest, il risque d'y avoir des massacres, et elle me cite en particulier la ville de Douékoué. On est en février 2011. Donc, en mars 2011, quand ça arrive, ça me rappelle les propos de Madame Descassans, qui était sur le terrain depuis 2 mois. Donc là, c'est très facile à évoluer. Et ces gens-là, du coup, ça vous fait on sait qui sont. On sait qui a commis le président a cité ce massacre. Le président a cité un certain nombre de gens. Il y a des noms qui sont en tête de liste, qui ont protégé ce massacre, qui l'ont dirigé. Il faut qu'ils répondent, d'une façon ou d'une autre. Et on sait très bien, et c'est un de ses responsables qui l'a dit lui-même dans un meeting à Mankono pendant la crise, au début de la rébellion dans les années 2002-2003, qui disait « Nous, c'est le docteur Alassane Ouattara qui nous finance, c'est le docteur Alassane Ouattara qui nous envoie 25 millions, c'est le docteur tous les mois, c'est le docteur Alassane Ouattara qui nous donne les sacs de riz pour se nourrir, etc. C'est personne d'autre qui dirige la... Parce que là, il s'adressait comme un jeu de billard à 3 bandes contre IB, parce qu'il commençait à y avoir des divergences entre les dirigeants de la rébellion. Vous faites le lien. Le lien, c'est que... En Douékoué, le massacre de Douékoué, le massacre de Douékoué, l'actuel président de la République. Mais il est évident qu'il était le chef suprême de tous ces gens-là, puisqu'il était même désigné par les uns et les autres comme leur chef. Sauf qu'en mars 2016, ou février 2016, si ma mémoire est bonne, le président de la République de Côte d'Ivoire décide que plus aucun Ivoirien n'ira devant la CPI. Il pensait peut-être à lui. Et pour cause, la justice ivoirienne serait désormais totalement opérationnelle. Pourquoi vous laissez de côté la justice ivoirienne pour aller encore devant la CPI? Je vous donne un seul exemple. Oui. La justice ivoirienne, le sommet de la justice, sont des juges qui sont membres du Conseil constitutionnel, avec une présidente actuelle. Ce Conseil constitutionnel, Chantal Nanamba Camara, cette présidente du Conseil constitutionnel a commis des actes irréparables. D'abord, de faire en sorte que M. Ouattara soit candidat pour un 4e mandat, ce qui est anticonstitutionnel, de faire en sorte qu'un certain nombre de candidats à la présidentielle, qui eux avaient tous les droits d'être candidats, n'aient pu compétir, comme on dit à Abidjan, que ce soit le président Thiam ou que le président Gbagbo, et d'autres. Je pense aussi à Soro, qui depuis a fait un long chemin de Damas, depuis le début de la crise. Et cette dame, c'est le sommet de la justice ivoirienne. Comment se comporte-t-elle? Et si vous allez au tribunal d'Abidjan pour n'importe quel acte aujourd'hui, les milliers de personnes qui sont en prison. Parce que vous n'avez aucune confiance en la justice de votre pays, la Côte d'Ivoire. Mais regardez, ce brave député Brédoumi, que j'ai croisé à Paris plusieurs fois pendant qu'il était là, il rentre à Abidjan. Il est député
en exercice. Il a l'immunité parlementaire. Il est jeté en prison, avec une liste de faits qui lui sont reprochés que même un chef d'une mafia colombienne ou mexicaine n'aurait jamais pu commettre dans toute sa vie. On nous parle de flagrance, de flagrant délit. Non mais lisez l'ensemble des actes d'accusation sur Bredoumi. C'est complètement délirant. On ne peut pas dire d'autres mots. Et comment vous pouvez faire confiance à une justice sur ce pauvre homme qui aujourd'hui, et qui bouge? Est-ce que Ouattara dit quelque chose? Il va dire c'est la séparation des pouvoirs. Mais le ministre de la Justice, les autres juges, etc. Non, mais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il n'y a strictement plus aucune justice au sens où on peut, ici nous sommes à Paris, où on peut l'admettre dans un pays qui se veut moderne. Et tout ce que veut faire Gbagbo, depuis l'origine de son activité politique, c'est de faire entrer la Côte d'Ivoire dans le d'un pays démocratique avec tout ce que ça représente. Et je vous dirais que le philosophe grec Platon disait une chose très, très juste, c'est que la perversion de la cité commence par la fraude des mots. En Côte d'Ivoire, le mot le plus fraudé, c'est le mot démocratie. Le président Laurent Gbagbo engage-t-il cette action parce que sa candidature n'a pas été validée, ou bien quand bien même sa candidature aurait été validée et quand bien même il aurait été élu président de la République, il engagerait tout de même cette action vis-à-vis de la CPI quant aux auteurs des massacres que vous évoquez? Le président Gbagbo aurait dû être candidat selon en tant que citoyen avec tous les droits dont il jouit. Il aurait peut-être gagné. C'est les Ivoiriens qui auraient dû choisir. Est-ce qu'il aurait engagé cette action? Je ne suis pas dans la tête du président Gbagbo, mais le président Gbagbo a toujours dit qu'il fallait C'est ce qu'avait fait Mandela en Afrique du Sud. Oui. Quand Mandela est devenu président, il faut se rappeler, il a créé la commission Réconciliation et Vérité avec Monseigneur Tutu. Et qu'est-ce qu'on disait aux gens qui étaient devant cette commission? Vous venez avouer vos crimes, mais dans l'intérêt de l'Afrique du Sud et du futur de l'Afrique du Sud, vous ne serez pas poursuivis. Et vous avez des officiers des services secrets sud-africains, blancs, qui sont venus dire « oui, on a massacré, oui, j'ai tué Steve Biko, oui, j'ai fait ci et ça », et qui sont rentrés chez eux et qui sont morts dans leur lit. Et l'Afrique du Sud existe aujourd'hui. Avançons très rapidement, Bernard Oudin. Il peut y avoir un problème technique. Vous évoquez le massacre de Djouekoué qui aurait occasionné... C'est une illustration 1000 morts. malheureuse. C'est une illustration malheureuse. Mais vous savez que le nombre de morts ne fonde pas les juges de la CPI à condamner. Ce n'est pas le nombre de morts qui détermine les juges de la CPI à condamner, mais les circonstances de la commission de l'infraction. Vous vous souvenez, crise post-électorale au Kenya, 2007-2008, 1400 morts, dont la majorité ont été découpées à la machette. Et pourtant, la CPI a abandonné les poursuites contre William Ruto, alors vice-président, et compagnie, pour insuffisance de preuves. Donc, alors, puisque vous évoquez l'élément nombre de victimes à Djouekoué comme élément principal qui vous fonde à engager cette action, mais est-ce qu'on est conscient de ce que ce n'est pas un élément déterminant? Je n'ai pas dit que c'était parce qu'il y avait 1000 morts que Djouekoué. Il y a eu 1000 morts à Djouekoué, c'est dramatique et c'est au-delà de ça. Oui. Mais c'est un des faits qui peut provoquer une action de la CPI. Mais on n'a pas besoin, dans le dossier Côte d'Ivoire, d'aller chercher quelque chose contre les gens de Ouattara. C'est le dossier Côte d'Ivoire lui-même qui est ouvert comme ça. On l'a ouvert contre Gbagbo, mais on l'a ouvert parce qu'il y avait 3000 morts. Donc, à partir du moment où on ne sait pas Gbagbo, il faut aller chercher. Et je rappelle une chose, c'est que Gbagbo, quand il arrive à la première chambre préliminaire, le premier jour où il parle, il est devant Bensouda, et il lui dit « Madame, on est là pour savoir qui a gagné les élections ». Et elle lui dit « On n'est pas là pour ça ». Il dit « Si, parce que c'est celui qui a perdu les élections qui a provoqué les troubles. Si on trouve celui qui a perdu, on aura le coupable. » Qui aujourd'hui peut dire décemment que Gbagbo n'a pas gagné l'élection de 2010? Parce il y a des Ivoiriens qui le disent. Ils peuvent le dire, mais ceux qui sont les responsables numéro un, c'est quand même les Français
Et un des conseillers de Sarkozy à l'époque est allé dire plusieurs fois à la télévision ces temps-ci, on savait que Gbagbo avait gagné, mais on voulait installer Ouattara. Et M. Sarkozy lui-même l'a écrit. Il a dit, on a enlevé Gbagbo, on a installé Ouattara sans problème. Sans problème. On a cassé la Côte d'Ivoire. Après la présidentielle, le président Laurent Gbagbo engage là l'un de ses derniers combats politiques, ou son dernier combat politique. On sait que le président, le quatrième mandat a commencé là le 8 décembre dernier. La prochaine présidentielle, c'est en 2030. On imagine difficilement le président Laurent Gbagbo, d'ailleurs lui-même l'a dit, qu'après cette présidentielle, il va prendre sa retraite. On va dire quoi? Il est en train d'engager là sa dernière lutte politique ou son dernier combat politique. En disant ça, on ne comprend pas Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est un homme politique et qui a dit, quand il y a eu la constitution du PPACI, il a dit qu'il ferait de la politique toute sa vie et qu'il s'arrêterait de faire de la politique à sa mort. Donc Gbagbo ne va pas prendre sa retraite. Il faut écouter ce que dit le président Gbagbo à chaque fois. Les mots qu'il prononce sont importants. Et il a dit dans l'interview d'un de vos confrères récemment qu'après l'élection, il savait très bien que c'était un braquage électoral, c'est le terme qu'il a employé. Il a dit hold-up, mais hold-up c'est braquage en anglais, donc il a répété, il a fait un pléonasme. Mais il a dit, en sachant pertinemment ce qui allait se passer, qu'après ça, il prendrait du recul par rapport à la présidence matérielle du PPACI, mais il serait toujours là, au cœur de la politique, à faire en sorte que les gens qui vont venir, parce que nous allons tous, les uns après les autres, laisser la place. C'est ça. C'est évident, et personne d'autre que Gbagbo ne sait pour lui-même. Mais Laurent Gbagbo ne se retire pas de la politique, il ne va pas à la retraite, il n'abandonne pas les Ivoiriens. Et l'acte qu'il pose ces jours-ci est un acte fondamental pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer en sachant ce qui lui est arrivé. Et vous restez confiant. Parce que c'est la seule solution. Même si à la fin, on fait comme en Afrique du Sud. Si comme en Afrique du Sud, à la fin, on dit « Mais si vous avez reconnu que vous avez fait ci, ça ou ça, vous serez pardonné d'une façon ou d'une autre, parce que ça sera une forme de catharsis pour tous les Ivoiriens. Mais il faut que ce soit dit et prononcé pour les uns et pour les autres. Et il faut que justice soit faite, soit rendue. Oui, mais la justice, c'est la justice pour le peuple ivoirien. La justice pour le peuple ivoirien, c'est qu'il puisse se tourner vers ce qui est important et qui est la suite. Aujourd'hui, on abreuve les débats avec des faux débats. Il y en a un particulier sur le comportement d'un garçon que je connais bien, parce que j'ai été le voir très régulièrement. J'allais vous poser la question, ce que vous pensez de ces déballages qu'il y a eu le 28 novembre dernier. Charles Blé Goudet, je l'ai croisé en prison, il sait ce que je lui ai dit, je sais ce qu'il m'a dit, je sais ce qu'il m'a dit devant le président Gbagbo en prison. Donc je vais dire à Charles de rester dans les limites de ce qu'il doit faire, de comprendre les choses, parce que sinon... Vous pensez qu'il a franchi les bornes? Il s'approche trop près d'une certaine barrière et il risque de se brûler. Donc, pensez-vous? Je viens de vous dire des choses sur ce que je sais entre moi et M. Blé Goudet, qui viennent de nos visites ultra fréquentes à la Cour pénale, dans une période que vous imaginez. Les Ivoiriens ont envie de savoir. Et c'est à Charles de faire en sorte qu'ils se mettent dans le bon chemin, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui est important, des sous-entendus ce qu'il y a aujourd'hui, qui risque d'éclabousser Charles Blé Goudet lui-même, qui joue à un jeu dangereux. Ah ben lui, s'il sait dont je parle, on se comprend et on se connaît, comme on dit à Abidjan. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, au-delà de ça, et je pense que Demba Traoré a été assez clair, je pense, je pense que c'est vous qui l'avez interviewé. Non, Youssouf Diaby plutôt. Moi, j'ai interviewé Youssouf Diaby. Youssouf Diaby, que j'ai eu encore au téléphone hier, qui a été très clair aussi. J'ai eu Demba Traoré, j'ai vu son interview, je pense que c'était... Donc, selon vous, Bernard Oudin, toutes les accusations portées par Charles Blé Goudet contre Nadi Bamba Diallo sont fausses. Ah ben je pense qu'il est entré dans disons, une tentative
de mettre le projecteur d'une certaine façon où il n'ira nulle part. Ce que chantait le chanteur ivoirien à l'époque, si tu prends le chemin de Je m'en fous, tu arriveras au village de Si je le savais. Qui se rappelle ça et qu'on boucle là-dessus. Par contre, je vais revenir à ce que la Côte d'Ivoire a besoin, c'est d'avoir un avenir politique clair, c'est-à-dire des institutions qui fonctionnent réellement, d'avoir un avenir économique clair et un avenir financier. Aujourd'hui, le problème le plus grave de la Côte d'Ivoire, dont personne ne parle trop, c'est son avenir financier. Pas plus tard qu'hier, le gouvernement ivoirien a encore lancé des emprunts, pas pour faire des investissements, pour payer les salaires à venir. C'est-à-dire qu'on emprunte à 3 ans, 4 ans, 5 ans pour payer le salaire de janvier, de février des fonctionnaires ou des militaires ivoiriens. C'est un des exemples. Et ça va durer combien de temps? Parce qu'un jour, il y a des dettes qui sont différentes les unes des autres. La dette japonaise, elle est détenue par les Japonais. Ils ne vont pas se mettre eux-mêmes en faillite. Ils ne vont pas attaquer leur gouvernement pour réclamer l'argent. Ils sont entre eux. La dette de mais la dette américaine, elle ne dépend pas de... La dette américaine, ils s'en foutent totalement parce que comme le dollar est la monnaie du monde, quoi qu'on veuille... C'est une explication, oui. Ils laissent filer les choses parce qu'aujourd'hui, les Chinois, ils croulent sous le poids des bons du Trésor américain et qu'ils ne peuvent pas non plus se faire sauter en même temps que les Américains. Par contre, les pays africains qui ont reçu beaucoup d'aides ces 60 dernières années ont reçu souvent des aides par le Fonds monétaire international, par la Banque mondiale, par l'Union européenne, etc. On discute, parce qu'on discute avec des organisations internationales, on discute avec des États, et on peut avoir des moratoires, des prolongements de dette. Moi, j'ai travaillé sur le prolongement de la dette ivoirienne quand j'étais au Palais, sur les fonds Brady qui ont été repoussés dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, et ça se passait chez Goldman Sachs à Londres. Pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est qu'on a affaire à des endettements beaucoup plus graves et dangereux parce qu'on s'endette sur le marché financier privé. Et là, les gens ne vont pas faire cadeau à la Côte d'Ivoire. Pour revenir à l'ancien président Laurent Gbagbo, on retiendra de vos propos, Bernard Oudin, que l'ancien président Laurent Gbagbo ne prendra jamais de retraite politique. Engagé dans la politique ou pas engagé dans la politique, il continuera toujours à influencer, peut-être pas la pensée, la politique de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on retiendra de vos propos. Mais, écoutez, Laurent Gbagbo a écrit de très nombreux livres. Je les ai tous lus. J'ai côtoyé le président pendant plusieurs années. Je l'ai côtoyé surtout pendant plusieurs années à la CPI, où je suis allé très régulièrement pendant 7 ans, à plusieurs heures à chaque réunion. Et ce n'était pas simplement pour parler de la SEC ou de l'Africa. Donc, je n'en dis pas plus là-dessus, mais je commence à comprendre, parce que le président Gbagbo est un homme qu'il faut bien comprendre, qu'il faut bien lire, il faut bien écouter, et il faut savoir où il va. Il m'avait dit un jour, tu sais Bernard, dans la vie, il ne faut pas aller à droite, à gauche. Tu traces une ligne et tu la suis. On finit. Mais cette émission par vous-même, Bernard Oudin, le français devenu ivoirien, même plus ivoirien que français. Quels sont les ressorts qui nourrissent chez vous cet engagement inlassable dans le combat politique aux côtés de Laurent Gbagbo? Vous savez, d'abord, j'ai la double nationalité, mais c'est récent, c'est de 2007. Mais je suis arrivé à Abidjan le 29 juillet 1950. J'avais 1 an jour pour jour. J'ai grandi à Abidjan, j'ai fait l'école de la RAN, j'ai fait le lycée classique, en même temps que le président Gbagbo d'ailleurs, sans savoir qu'on était dans le même lycée. J'ai fait la coopération au ministère des Finances à Abidjan. Mon ministre s'appelait Henri Conan Bédier. Mon chef de service s'appelait Ngolo Coulibaly, qui a été ministre de Ouattara, mais qui est un ami, parce qu'il faut savoir dépasser les clivages. Mon père, moi j'ai grandi comme enfant à Abidjan. Je ne suis pas un colon. Mon père n'était pas un colon. D'ailleurs, à la maison, mon père disait toujours soyez respectueux, même avant l'indépendance. D'accord. Nous ne sommes pas chez nous. C'est comme ça que j'ai eu la relation
en grandissant en Côte d'Ivoire. Oui. Et mon père, il a laissé qu'une trace à Abidjan. Le pont Houphouët-Boigny, le pont de Gaulle, l'hôtel Ivoire, le barrage d'Ayamé et d'autres, la Caisse Tab et d'autres bâtiments comme ça. On a laissé un souvenir à Abidjan, mais on a laissé un legs à la Côte d'Ivoire. Et moi, aujourd'hui, je suis pris entre la Côte d'Ivoire et la France, et quand je vois que c'est sous l'égide de la France que la Côte d'Ivoire a le plus souffert ces dernières années, avec la volonté de quelques-uns, Ça vous fait mal. ça fait extrêmement mal, parce qu'on connaît le dessous des cartes. Et je connais, par exemple, on parle de la force Licorne, mais moi je voudrais rendre hommage à un certain nombre de généraux français, qui sont toujours mes amis, et qui me disent, quand je les ai à Paris ou qu'on se parle, qu'ils sont toujours ravis d'entendre parler en bien du président Gbagbo, parce que pour eux, c'était le seul homme qui tenait le pays, même quand ils étaient en poste à Abidjan. Et un dernier hommage que je rendrai, c'est à l'ancien ambassadeur de France en Côte d'Ivoire au moment des événements de Bouaké, Oui. où là aussi la France s'est mal comportée. C'était Où le lycée français a été bombardé. J'ai participé à un livre qui s'appelle Crime sans châtiment, écrit par l'avocat Jean Ballan. J'ai eu tout le dossier d'instruction entre les mains. C'est clair dans le livre, la France a fait un mauvais coup qu'elle a raté et qui a provoqué ce qui s'est passé. Et un homme avait compris, c'était l'ambassadeur Gildas Lelydec, qui nous a quittés il y a quelques semaines et auquel le président Gbagbo a voulu lui-même rendre hommage. Merci. Merci Bernard Oudin, conseil spécial de l'ancien président Laurent Gbagbo, co-auteur de ce livre, L'acquittement de Laurent Gbagbo et Blé Goudé, les juges de la CPI, restituent la vérité historique. Je vais terminer par une phrase d'un homme qu'on utilise beaucoup, c'est Winston Churchill. Oui. À la fin de la bataille d'El Alamein en 1942, dans le désert égypto-libyen, c'est quelques mois avant Stalingrad, donc c'est la première vraie défaite allemande de la guerre. Et il dit, ceci n'est pas la fin, ni même le début de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement. Merci. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a encore un long chemin à parcourir, mais elle est sur le bon chemin.